Salut Olivier, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Olivier, tu es cinéaste et écrivain et tu viens de sortir aux éditions La Découverte et Lundi Matin un livre, ça s'appelle Lettres sur la peste et c'est précédé d'un petit, donc c'est plusieurs lettres que tu as écrites à différentes personnes et c'est précédé d'un texte qui s'appelle La domestication du monde. Ma première question, elle est toute simple. Ça s'appelle Lettres sur la peste. Tu as écrit ça pendant le confinement et après. Et un des sujets centraux, ça reste quand même cette pandémie dont tu parles sans vraiment en parler, genre dans les différents textes. Euh, Pourquoi est-ce que tu as appelé ça la peste? Pourquoi la peste et pas le Covid? Euh, bah, Lettre sur le Covid, c'était plus triste comme titre. Et c'est parce que la première lettre se passe à Palerme, où j'avais fait un court voyage pour présenter un film dans un festival. Et j'ai vu une fresque qui s'appelle Le Triomphe de la mort, une fresque du XVe siècle, très très belle. Et on voit un grand cheval cadavérique qui galope avec au-dessus de lui un squelette. Et, et comme dans le tableau de Bruegel qui porte le même nom, il y a des gens qui jouent de la musique euh, autour des charniers. Et cette image, je la trouvais très belle. Et, et voilà, j'ai voulu écrire des lettres sur la peste aussi pour dire que c'était la peste et autres fléaux. Et que je voulais pas du tout écrire un livre sur le Covid. C'était un livre à partir de l'expérience du confinement que j'essaye dans le texte théorique de déplier, comme j'essaie de se demander quel était cet événement qu'on a vécu, et après de se demander ce que cet événement mettait en lumière et permettait de penser qu'on n'avait peut-être pas vu avant lui. Alors justement, dans le texte théorique, donc c'est sur la domestication du monde. En gros, la domestication du monde dont tu parles, c'est une domestication par la technique, par la biotechnique, comme tu le dis dans ton texte. Euh, pour toi, l'événement, comme tu dis, du confinement, euh, est-ce que c'est un événement qui est charnière, je veux dire, c'est un événement de bascule, ou est-ce qu'il est juste à prendre dans la continuité en fait d'un temps plus long, et en fait, il serait genre un épiphénomène dans la grande histoire. Et bah les deux, j'essaye de. En fait, au fond, j'ai l'impression qu'on a un peu refoulé ce moment où il y a eu 4 milliards et demi d'humains assignés à résidence en même temps et qu'on n'a pas commencé à penser ce que c'était. Et je pense que le penser historiquement, essayer d'en écrire l'histoire, c'est faire les deux choses, c'est dire ce que cet événement est de complètement inouï. Jamais on n'avait vécu un événement d'une telle ampleur. Et ce que je dis, c'est que c'est peut-être le premier événement mondial et que la mondialité, ça a à voir avec la cybernétique. La cybernétique, c'est inventé comme désir d'unifier la Terre. Et la deuxième chose, c'est aussi d'en comprendre la généalogie, dire que la thèse principale de ce texte, c'est de dire qu'on n'aurait pas confiné une population qui n'était pas connectée à Internet. Comme en 1968, il y a la grippe de Hong Kong qui fait entre 1 et 4 millions de morts sur une planète à moitié moins peuplée qu'aujourd'hui. Donc une maladie d'ampleur égale, pas forcément similaire, mais voilà, dans une proportion proche. Et aucun État ne confine, n'envisage même pas de confiner. Et elle me dit, oui, si on a confiné, c'est parce que euh, la vie domestique avait pris une ampleur tout au long du siècle, du XXe siècle. Ça a été, il y a eu la radio, il y a eu la télévision et Internet en 1904. C'est le web inventé en même moment que la chute du mur de Berlin. Et c'est deux choses qui vont aller vers voilà, une unification des modes de vie sur la Terre par une domestication partagée. Mais alors, ce que tu dis, c'est que Internet et le numérique a donné la possibilité en fait d'un confinement mondial. Pour autant,
c'est pas, enfin, les objectifs politiques ou les objectifs, il y avait des objectifs politiques, pardon, et des objectifs sanitaires derrière ce confinement. Et ça, est-ce que t'en parles dans ton livre? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important, ou est-ce que toi tu ne fais que observer ce que c'est, enfin, l'influence en fait de cette structure numérique qui quand même prend une grosse importance dans nos vies sur nos vies à la fois individuelles et collectives, ou est-ce que tu prends aussi en considération que bah, derrière il y avait quand même un objectif sanitaire. Le confinement c'est pas juste on va dire on a confiné parce que c'est sympa, genre parce que genre les États se sont dit, enfin les gouvernants, ceux qui nous dirigent se sont dit tiens on va foutre tout le monde à la maison. Il y avait quand même un objectif, c'était protéger les gens, essayer de limiter les contaminations, etc. Euh, oui, mais c'est pas un livre pour ou contre le confinement, enfin, c'est pas ma question. Et c'est pas un livre qui essaye d'établir des programmes ou de dire aux États ce qu'ils auraient dû faire ou pas. C'est juste un livre qui essaye de réfléchir à ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et le livre part aussi beaucoup de mon expérience. Et ensuite, le texte théorique, il essaye de comprendre les conditions de possibilité d'un tel événement. On a confiné, bien ou mal, ça c'est pas mon propos, on a confiné, on l'avait jamais fait. Les, Ça n'a rien à voir avec la peste, si on vient à la peste, quand on fermait des quartiers où il y avait des foyers de l'épidémie reconnus, il y avait un ou deux quartiers qui étaient momentanément, où les gens étaient séquestrés, et puis on les rouvrait. Là, bon, c'est quand même à une toute autre échelle. Et ce que je dis, c'est que pour même qu'on ait la condition de penser possible une telle chose, enfermer des gens pour une durée indéterminée, il faut, et même en fait pour que ça, enfin il faut que l'espèce humaine ait été domestiquée comme ça n'avait jamais été le cas. Et après ça pose des questions qui sont pas celles du livre, mais par exemple on a vu que bah, on peut enfermer une grande partie de la population, 70-80% des gens. Il y avait quand même des gens qui avaient besoin d'aller travailler, qui étaient forcés à aller travailler. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les gens qui, enfin, beaucoup de gens, mais quand même avec 70 ou 80% de la population enfermée, bah, le pays roulait quand même, les grands magasins étaient approvisionnés, les gens qui pouvaient manger avant le confinement pouvaient manger pendant le confinement. Toi, ça te fait peur le confinement? Ça t'a fait peur le confinement, ou est-ce que genre tu dis que t'as voulu parler de l'expérience du confinement, mais du coup tu l'as vécu comment? Est-ce que t'en as eu peur de ce confinement? Comment tu t'es retrouvé? Il y a très souvent revient genre la problématique de la solitude aussi de ce confinement. J'ai commencé à écrire beaucoup. Euh, j'ai commencé à, je sais pas, moi, il y a quelque chose comme l'interaction, enfin, ce qui se joue entre le pouvoir, la vie et la technique, qui m'est apparu très fort avec le confinement. Mais le confinement, on était, je pense, beaucoup stupéfaits. Ça n'a pas été un moment de pensée. C'est plutôt tout ce qui a suivi. Et c'est notamment le pass sanitaire qui a été, pour moi, vraiment quelque chose d'assez inenvisageable. Qu'on me demande un pass numérique pour pouvoir aller à une terrasse. Enfin, c'est quelque chose que je pouvais pas comprendre. Et, euh, et du coup, j'ai essayé de recollecter les choses. Et ça faisait suite aussi au moment des Gilets jaunes. Je suis très Gilet jaune. Et j'en parlais dans une librairie à Limoges récemment. On en parlait, il y avait ce slogan des Gilets jaunes, c'était beaucoup la chanson, c'était On est là. Et il fallait chanter le fait qu'on était là ensemble et que être ensemble dans l'espace public, souvent dans des endroits qui n'étaient pas du tout faits pour ça, les ronds-points, euh, des zones périurbaines où rien n'est aménagé pour que l'on puisse se retrouver, bah, les gens étaient là et chantaient On est là. Et juste après ça, le confinement où tout le monde est assigné à résidence chez lui, seul, séparé. J'ai l'impression que ces deux événements avaient quelque chose à se dire l'un et l'autre. Et, euh, et moi, ce qui m'a apparu de manière très forte, c'est comment, quoi qu'on en pense, le confinement, les couvre-feux, le pass numérique allaient dans le sens d'une numérisation de la vie,
l'ubérisation, je sais pas, les gens étaient enfermés chez eux, avaient un rapport avec leur ordinateur. J'avais, moi, un rapport avec mon ordinateur quotidien. Mais Euh, donc on est là dans le temps du confinement, c'est nécessairement, il passe nécessairement par le numérique. Il peut pas passer par une transgression, en fait, des règles qui sont imposées. Par exemple, tu pourrais dire, bon bah, genre, ok, on me dit qu'il faut que je reste chez moi, mais je pourrais rester chez moi, je mais vais continuer à me réunir. personne n'a respecté le confinement, mais je sais pas si je prends mon exemple, c'est juste que les couvre-feux, je sais pas, quand on vit seul et qu'on a déjà parfois tendance à avoir du mal à sortir, bah, s'il faut écrire une auto-attestation, ce qui est un peu absurde, je sais pas, ça crée un rempart supplémentaire entre soi et le dehors. Et ce dont je parle, c'est de la confiscation du dehors, le fait qu'à un moment, le dehors a fermé. On a mis la clé, on a mis le dehors sous clé. Et Non, mais en fait, ce que je cherche à savoir, c'est quels sont, toi, en fait, les espaces que tu as trouvés pour résister précisément à à ce constat, en fait, de domestication du monde. Et est-ce que tu en vois des possibles ou pas? Est-ce que, par exemple, l'écriture de ce livre, est-ce que, dans une certaine mesure, tu le présentes aussi comme une résistance à ce dont tu parles? ah oui, l'écriture et l'amitié, c'est deux seules choses que j'ai vues comme possible. Et donc écrire des lettres à mes amis, ça a été la solution que j'ai trouvée. Euh, et Mais puis t'as mis du temps, c'est-à-dire que les lettres, elles commencent surtout après un peu elle commence le, au moment du deuxième confinement, voilà. des couvre-feux. Alors je sais plus, parce que je pense que pour tout le monde c'est très très flou. La succession à l'automne après le premier confinement d'un confinement puis d'un autre, d'un couvre-feu et du pass sanitaire, tout ça a été. Il y a eu 6 mois où tout ça s'est suivi comme ça. Euh, et c'était un moment difficile parce que je pense que le premier confinement avait la force d'un événement inouï et tout le monde était un peu stupéfait. Puis après c'est rentré peu à peu comme une habitude et c'est revenu. Et c'est à ce moment-là que vraiment, oui, le télétravail, l'enseignement à distance, la facilité avec laquelle on s'habituait à se réunir sur Zoom, et le fait aussi, enfin, j'ai commencé à voir que cette numérisation, elle n'était pas conditionnée aux 2, 3 années ou 4, 5 années de la pandémie. Elle allait s'installer. Il y a des exemples simples dans les universités. On construit des salles pour Zoom à plusieurs millions d'euros. Elles sont pas faites pour Pour le être distanciel dont pour tu le parles dans le livre. oui, elles sont pas faites sont pas faites pour un an ou deux, elles sont faites pour s'installer. Et oui, et le symptôme peut-être le plus flagrant de ce dont je parle, c'est l'invention de ces deux mots très étranges qui sont le présentiel et le distanciel. Et ce qu'essaye de dire le livre, c'est que longtemps, la vie avait lieu dans la présence d'autrui avec soi, et qu'on n'avait pas de mots. Il y avait le mot présence, mais on précisait pas. Voilà, on allait voir des gens, on vivait ensemble dans la coexistence des corps dans un espace. Et avec la manière dont le confinement a été géré, c'est inventé ce mot présentiel, et qui est un mot assez étrange, qui a l'air de dire que quand on est en présentiel, on n'est pas juste présent au corps, avec le corps de l'autre, on met cette présence sous le règne d'une faveur qu'on accorde à l'autre ou d'une réticence qu'on a à être en présentiel avec lui. Et, euh, et voilà, et je pense que très concrètement, essayer de lutter au maximum contre toutes les choses qui se font à distance, c'est aussi, voilà, ou après des petites résistances, mais chacun fait comme il peut, chacun fait oui, comme il peut. Voilà, maintenant, j'en parle dans le livre plusieurs fois, j'ai pas de smartphone, j'en ai jamais eu, et mais ça, je veux dire, jamais j'en fais un exemple politique ou voilà, le livre est en fait quand même, c'est avant tout un exercice littéraire où j'essaye d'écrire des amis par rapport à des problèmes qui se posent entre eux et moi, des questions qui sont non résolues. Donc le livre est ouvert à la discussion parce
parce qu'il s'adresse à eux et parfois leur pose des questions. Et, euh, et je fais des expériences de drague, des expériences de voyage, où je dis ce que le numérique a, a rendu habituel, et ce que moi, en n'ayant pas de smartphone, par exemple, ce qui est plus difficile, des choses comme ça. Alors, il y a un mot qui revient, un concept qui revient souvent, un concept dont après je te poserai la question de la matérialité, mais c'est le concept de communisme. Enfin, tu parles beaucoup du communisme dans ton livre. Tu dis notamment à un moment, nous sommes communistes et pourtant ou nous sommes seuls. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi le communisme? Qu'est-ce que c'est le communisme au présent? Est-ce que t'en parles? Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, en fait, la façon dont tu parles et même dans le livre, tout est empreint d'une certaine nostalgie et d'une certaine. Tu parles d'un espèce du monde comme si c'était du monde au présent, un peu comme si c'était déjà un souvenir. Et donc tu cherches des résistances à ça, mais j'ai l'impression que tu cherches des résistances comme on cherche des résistances à un rêve ou à un souvenir. Qu'est-ce que c'est pour toi le communisme au présent? Alors je vais y venir, mais quand tu dis oui, je parle du monde comme si c'était un souvenir, je crois que je critique que les choses dont je sais être moi-même victime, dont je fais l'expérience moi-même de sentir des moments d'aliénation chez moi, et je parle d'autant plus de la présence que je sens que j'ai beaucoup de mal à être présent aux choses, et, et j'écris une lettre à un ami qui s'appelle Yohei, euh, à qui je parle de la qualité de sa présence. C'est quelqu'un qui sait être absolument présent à un repas qu'on partage. Et le communisme, j'en parle dans une lettre à mon amie Mathilde, qui comme moi vit seule à Paris, qui comme moi écrit. Elle s'appelle Mathilde Girard. Elle a écrit un très beau livre aussi sur l'expérience du confinement qui s'appelle La séparation du monde. Et comme moi, elle se dit communiste. Et comme moi, au moment du confinement, elle a été obligée de se dire qu'elle était communiste, mais qu'elle vivait seule. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ce communisme solitaire? Moi, le communisme, quand j'en parle, c'est le communisme c'est le communisme de Dionys Mascolo, c'est le communisme de Benjamin, c'est tout un communisme hétérodoxe euh, qui a essayé de penser le communisme sans l'État. Et, et à ce moment-là, du moment du confinement, il y avait la verticalité d'une décision d'État qui s'appliquait à tout le monde, très forte. Ça a été, voilà, et quelqu'un comme Alain Badiou qui aime la puissance de l'État était admiratif que Macron en quelques jours ait tout fermé. Moi, ça m'a plutôt effrayé. Et donc le communisme, je sais pas, et donc il y a une expression de Dionys Mascolo, il parle de communisme de pensée, de dire que toute communication véritable entre des êtres est déjà un début d'instauration d'un communisme précaire, presque, enfin voilà, une brèche communiste dans un monde qui est, et je le sentais encore plus au moment du confinement, le refus absolu de tout communisme. C'est-à-dire isoler les gens et qu'une décision verticale les sépare, c'était sûrement le contraire d'une manière communiste de gérer la pandémie. Mais donc là, si je comprends bien, pour toi, le communisme, c'est avant tout une abstraction. Enfin, c'est-à-dire c'est une sorte genre de lecture du monde. Là, tu me parles Non, quasiment d'une sensation. les apatistes, je pense qu'ils sont communistes et c'est tout sauf abstrait. Hmm. Oui, C'est mais un... toi, t'es apatiste. Non, mais c'est-à-dire Non, que toi, en fait, je- parce que c'est une question que je me pose souvent et que je pose souvent à des gens qui se réclament du communisme, c'est qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en fait, tu arrives ou tu te déclares communiste? bah, moi, je sens dans mon cœur que je suis communiste. Hmm. C'est-à-dire que je suis pour la révolution et contre la propriété privée. Mhm. Mais je sais pas un livre, c'est pas un programme politique et j'ai aucune solution, aucune idée de comment y arriver. Après, je crois que le communisme bon, il y a des gens qui vivent des expériences communistes, il y a des ZAD, il y a des communautés autonomes, il y a des gens il y a les apatistes au Mexique.
qui donne de l'espoir pour tout le monde. Euh, et après, le communisme, je pense que c'est pas juste un régime politique qui pourrait être instauré, c'est aussi voilà ce que dit James Mascolo, la possibilité qu'une égalité s'instaure entre deux êtres qui parlent et qui cherchent ensemble la vérité. Et ça, les lettres, c'est des lettres communistes, c'est que je crois que ce que j'essayais de faire, c'est de parler à des amis et de leur dire véritablement ce que je ressentais et de poser véritablement la question qu'il y avait entre eux et moi. L'être à Nino, je pose la question du désir qui nous occupe. L'être à Martin, celle de l'amour et d'inoubliable, celle à Mathilde, celle du communisme de pensée, parce que c'est une lectrice de Mascolo aussi. Ce qu'on pourrait interroger, en fait, à la lecture de ton livre, c'est, à mon sens, hein, enfin moi en tout cas, c'est la question que je me suis posée, c'est ton rapport à l'abstraction et en fait aux abstractions en général. Là, en fait, tu y réponds un peu en me disant non, non, non. En fait, il y a rien d'abstrait dans ce que j'ai écrit, puisque genre ce sont des lettres qui sont adressées et que c'est précisément la matérialité de cette relation que je crée en écrivant la lettre qui fonde en l'occurrence mon identité politique de communiste. Mais au-delà de ça, et surtout si je prends genre le texte qui précède les lettres, donc la domestication du monde, est-ce que tu dirais que tu as enfin le rapport que tu as à des abstractions est genre quand même assez fondamental pour toi parce que genre t'as une façon d'écrire qui est moi ce que j'appelle très lundi matin, tu vois, avec beaucoup de choses parce que tu te moques de distanciel, enfin tu te moques, non, tu interroges ce que c'est que distanciel, présentiel, tu vois, mais genre tu utilises des mots, tu vois, par exemple comme épocal pour dire de l'époque, tu vois. Alors je connaissais pas ce mot, enfin c'était la première fois que je le voyais écrit, donc c'est un adjectif pour dire de l'époque, tu vois. Est-ce que toi tu dirais que tu as un rapport aussi abstrait en fait au monde ou au contraire c'est tu comprends même pas ma question quand je la pose puisque genre ton rapport est très matériel, tu vois. Non, je comprends pas vraiment la question. Quand tu dis abstrait, je sais pas si tu parles. Oui, enfin, le premier texte, c'est un texte de philosophie. Je suis pas vraiment philosophe. Alors, voilà, on parle de Simone Weil, la philosophe. On parle de Heidegger. On parle un petit peu de Marx. Et je sais pas si c'est abstrait, mais il y a des concepts. Et il y a voilà, le concept de disponibilité chez Heidegger. Il me semble très intéressant pour se demander ce que c'est que la technique. La technique, c'est ce qui rend disponible, ce qui met à disposition. Et Heidegger, tournant épocal, peut-être un mot un peu compliqué, mais c'est-à-dire on change d'époque. Je pense que le confinement, ce que ça fait, moi, ce que ça a créé chez moi, c'est que j'ai eu le sentiment que, voilà, là, on changeait d'époque, on avait changé d'époque, que moi qui ai 34 ans, je voyais que je ne vivais plus dans la même époque que celle où j'étais né. Et, et Heidegger a eu cette pensée de la technique de la disponibilité, elle est très simple, on peut la dire, elle est pas abstraite, elle est conceptuelle, mais sont des idées, mais qui sont, je pense, très justes. Il dit la technique d'abord, c'est la mise en disposition la mise à disposition du monde, des éléments du monde. C'est l'usine hydraulique qui capte l'énergie de l'eau et qui a plus un rapport avec le fleuve, mais avec la force de l'eau. Et puis il dit, à un moment de sa pensée tardive, après les années 50, Heidegger dit la mise à disponibilité, c'est avec la cybernétique. Il parle énormément de la cybernétique au moment où elle se développe conceptuellement avant qu'Internet existe vraiment, au moment où les ordinateurs deviennent importants, tout un pan de l'économie. Et il dit la disponibilité, c'est plus le monde qui devient disponible pour l'homme, c'est l'homme qui devient disponible pour la machine. Et que la cybernétique, c'est ce qui fait des échanges, enfin, c'est ce qui va capter les échanges humains pour faire retour à la machine et que la machine apprenne de ces échanges humains. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les géants du numérique. Et ce que je dis assez simplement, c'est voilà, la pandémie telle qu'elle a été gérée, ça a été aussi du pain béni pour Amazon qui a doublé ses profits, pour Facebook, pour Twitter, pour tous les géants du numérique. J'ai une dernière question, Olivier.
dans ton livre, et là on le voit aussi quand tu parles, tu parles à la première personne, tu parles de ton expérience, donc la question de l'individu, on imagine, est quand même assez centrale dans la façon dont tu penses et dont tu vois le monde. Euh, tu parles de tes expériences, enfin, les réseaux de sociabilité que tu crées, tu parles de tes amis, les lettres sont adressées à des amis à toi. Quelle place, dans la mesure où tu dis que tu es communiste, quelle place tu donnes en fait à des collectifs qui sont plus larges en fait que les réseaux d'amitié, par exemple à la notion de classe? Comment est-ce que la notion de classe vient interagir avec tout ça? Et est-ce que toi, tu fais une opposition, comme on l'entend chez certaines personnes qui se réclament du communisme, une opposition très nette entre la question de l'individu et la question du collectif ou du commun. À certains communistes, lorsque je leur dis le mot individu, tu vois, ils ont des boutons et genre ils disent ah non 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 catastrophe caca boudin, l'individu je veux pas en entendre parler. Il n'y a que par le collectif qu'on peut s'émanciper. Or toi, j'ai l'impression que tu fais une proposition qui est un peu plus nuancée et qui dit ah, non, l'individu, moi, j'ai une place et c'est même par là en fait que tu commences la démonstration que demain, ça va peut-être aller, on peut aller vers un mieux. Enfin, le livre, c'est pas, tu dois peut-être trouver abstrait, moi je crois pas qu'il le soit, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre qui n'est pas un livre de sociologie, par exemple. Ce n'est pas un livre de, je sais pas, de sociologie de l'hôpital, du soin. Ce n'est pas. Et il y a plein de choses dont je ne parle pas. Et j'ai l'impression qu'on me reproche plus ce dont je ne parle pas que les propos que je tiens vraiment quand on a envie de me reprocher, ce qui arrive. Par exemple, la question de la classe, elle est pas très présente dans le livre. Il y a, ça m'a fait rire un texte sur un blog là, qui dit que c'est un point de vue bourgeois sur la pandémie. Bon, bah, je gagnais 900 euros pendant un an. Là, toute l'année où ça a eu lieu, les lettres, je gagnais 900 euros par mois avec, avec les aides sociales cumulées. Non, mais en Euh, fait, c'est précisément à ça en fait que je te demande de répondre parce que je sais pas, j'ai hélas pas lu cette note de blog, mais très souvent, lorsque à certains communistes on dit moi je ou qu'on dit l'individu, ils te disent ah bah non ça c'est une remarque de bourgeois, c'est une remarque d'individualiste en fait et ça s'oppose au commun et au communisme. et c'est un livre de littérature et je pense qu'en littérature on dit toujours je. Que Enfin, oui, enfin, du coup, c'est quelque chose que je comprends pas très bien. C'est pas un livre universitaire. C'est pas un livre de sociologie. C'est pas un livre. Je suis pas spécialiste de théorie politique ou oui, de sociologie de je ne sais quoi. Et donc le livre, il est à la fois enfin, il y a un chapitre, le chapitre théorique formule des hypothèses pour comprendre l'événement. Ces hypothèses, elles sont pas fermées. Je dis par exemple, on ne peut pas comprendre le confinement sans Internet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de manières qu'on peut s'interroger sur la nécessité ou non du confinement. Enfin, ces choses-là sont ouvertes. Moi, juste, je mets l'accent là-dessus, c'est ça qui m'intéresse théoriquement, parce que moi, j'ai constaté dans ma vie que, que ce à quoi m'avaient laissé les deuxièmes, enfin, m'avaient confiné les deuxièmes et troisième confinements, c'était mon ordinateur. Donc ça, je parle de ça. Et après, la question de la classe, pour moi, enfin, je sais pas comment dire, c'était pas mon problème au moment où j'écrivais. J'avais été, tu vois, j'aurais pu écrire un livre sur les gilets jaunes. J'ai écrit des textes sur la violence policière, sur les gilets jaunes. Et si j'avais écrit ce livre sur les gilets jaunes, la classe aurait été centrale et j'aurais parlé de ça. Là, il me semble que pour ce que j'avais moi à dire sur cet événement, c'était pas le problème parce que voilà, il y a eu des reproches aussi qui m'ont été faits de pas parler des travailleurs précaires mais Bah, qui est une façon effectivement de raccorder ce qui s'est passé pendant la pandémie à la question de la classe. ouais, mais de toute façon, c'est pas un livre sur la pandémie, c'est un livre sur euh, l'entrelacement de la vie l'entrelacement de la vie et de la technique euh, au moment où la cybernétique s'impose et triomphe. Donc c'est de ça dont j'essaye de parler et je le parle à partir de moi qui ne suis pas un bourgeois.
et, et qui a fait 2 voyages en Italie, payés par des petits festivals de cinéma où on m'avait gentiment invité. Eh ben, merci beaucoup, Olivier.